Donc 10 euros tout rond, burger, fruits, boisson. Et effectivement, on a lancé notre premier restaurant, ça fonctionnait bien. On voyait qu'on avait une petite marge, mais vu qu'on travaillait dedans et tout, le modèle tenait et on a réussi à faire de l'argent avec le premier restaurant parce qu'à Cantoni, on avait très peu de salariés, quoi. On était dedans en se développant propre. Ah oui, mais aussi, on s'est rendu compte qu'on avait créé un savoir-faire. On s'est dit, mais tiens, ce savoir-faire, il a de la valeur. Peut-être que des entrepreneurs seront intéressés pour l'exploiter. Qui siègent au board pour avoir leur avis. Mais c'est nous qui sommes décisionnaires, sur des grandes décisions. Ensuite, une fois qu'on a calé la vision, normalement ça se fait une vision globale puis une vision annuelle. Après, sur comment on déploie la vision, ça, je dirais que les décisions sont prises par le CODIR. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? Eh bien Louis, merci beaucoup de venir sur le podcast Pourquoi ? Merci François de m'avoir invité. J'aime bien raconter un peu et ce qu'on se disait un peu en échange avant le podcast, de comment je te connais en fait, parce que on s'était jamais rencontrés avant et en fait je t'ai connu à travers un post LinkedIn qui est quand tu parlais de comment s'appelle cette marque de burger, vous voulez comparer ? Ouais, Big Fernand. Big Fernand, voilà, merci. Et vous compariez vos parcours et j'ai trouvé ça vachement intéressant et on faisait le lien que comme vous êtes en campagne de financement et on va revenir dessus d'ailleurs sur ça, mais j'avais regardé la plateforme et tout ça et on suppose qu'il y a un lien comme ça et j'ai découvert une belle histoire avec BioBurger et je suis très content de t'accueillir parce que en regardant un peu ton parcours, en regardant un peu ce que vous avez fait, vous êtes très transparent, très ouvert sur toutes vos évolutions, votre évolution d'entreprise en fait, alors que vous avez quand même une grosse taille. Alors ça dépend par rapport aux géants du secteur, mais bon, vous avez quand même Pas trop mal. ouais, vous êtes une bonne structure et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc merci de venir sur le podcast pour nous raconter un peu tout ça, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir. Avant, et j'en ai déjà dit peut-être un peu beaucoup, mais avant d'aller plus loin, je vais peut-être te proposer de te présenter. Qui es-tu, Louis ? Ouais. Alors moi, Louis Ifrac. Alors, je suis né à Mazamet, dans le Tarn, au sud de la France. J'ai fait mes 18 premières années là-bas, j'ai passé mon bac, et ensuite, je suis allé à Paris pour faire mes études. Et là, j'ai rencontré mon associé, donc en école de commerce, et là, on a eu notre idée BioBurger. Là, tu me demandes de me définir, mais au final, je raconte un peu ma vie, parce que au final, moi, j'ai entrepris dès la fin de mes études. Donc à la fin donc on était tout juste diplômés, puis on a ouvert BioBurger et depuis je fais que ça, quoi. Ça fait du coup un peu plus de 13 ans maintenant. Ok. Donc en fait, qui je suis, je suis une bonne grosse part de moi, c'est BioBurger. Et ensuite j'ai deux autres grosses parties, c'est je suis papa de deux petites filles et Marie est mariée aussi. Et enfin, je suis aussi sportif. Le sport tient une grosse place dans ma vie, notamment du trail et de l'ultra-distance. Voilà, donc en gros, ma vie est divisée dans ces trois choses-là. Et alors, pour faire de la course à pied, mais pas de l'ultra ni de longue distance,
Je sais un peu ce que ça demande, le parti sportif dans ce cadre-là. Ça va être une de mes questions, c'est savoir comment tu arrives à tout faire fitter dans un emploi du temps. Alors là, tout maintenant, j'y arrive plus, mais il y a des moments, j'y suis arrivé. Deuxième petite question, et après, puis on continuera sur l'épisode. Comment tu te définis professionnellement? Je pense que... Alors maintenant, c'est à la mode de dire ça. Mais je pense que je suis un entrepreneur. Mais je suis pas entrepreneur pour dire que je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur parce que ça nous éclatait de tenter le truc, quoi. Moi, quand j'ai entrepris en 2011, en fait, on se demandait, comment dire, les gens qui sortaient d'école de commerce, ils ouvrent pas des restaurants. Limite, on se dit, mais pourquoi tu fais une école de commerce pour ouvrir un restaurant, en fait, pour aller faire des frites? D'ailleurs, les parents de mon associé, ils étaient pas très contents au début. Donc, on l'a pas fait pour la hype de l'entrepreneuriat. Mais il se trouve qu'on est quand même des entrepreneurs. Moi, j'ai fait que ça, quoi. Donc, professionnellement, ouais, je pense... Alors, même, je dirais un peu plus loin. Alors, je vais pas dire entrepreneur social, ce serait mentir. Mais c'est entrepreneur avec une certaine vision de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est un entrepreneur avec pas le gain financier comme fin en soi, mais comme moyen. Même si je serais très content de bien gagner ma vie, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais disons que c'est pas notre but premier. Voilà. Et c'est quelque chose qui revient souvent sur votre communication, tes posts LinkedIn. Effectivement, tu mets pas en avant. Alors, vous êtes très vocal à propos des chiffres. Ça, on y reviendra dessus. Mais vous, on parlera de vos changements, mais vous avez effectivement, comme tu dis, ça n'a pas l'air d'être le bio. Je vais plutôt dire ça comme ça. Le bio et l'impact social et environnemental a l'air presque aussi important que le développement de la chaîne, quoi. On dit toujours, on fait un pas économique et on fait un pas écologique. En gros, oui, c'est aussi important, mais en fait, le problème, c'est que l'un n'existe pas sans l'autre. Enfin, surtout, les engagements n'existent pas sans la performance économique. Et parfois, il y en a qui l'oublient, ça. Donc nous, avant tout, il faut créer de la valeur, être stable économiquement, et ensuite, on la transforme pour nous, en tout cas, chez Burger, on la transforme en valeur écologique. Et alors, dès le départ, on a eu comme des engagements, hein. Le bio pas cher, c'était une contrainte d'emblée, et le modèle, il a fallu, d'ailleurs, ça nous a mis des bâtons dans les roues, il a fallu prouver que ça marchait. Mais au-delà de ça, ensuite, il faut pas faire l'écueil de trop dogmatique dès le départ, et du coup de se planter, et du coup de plus avoir aucun impact, quoi. Donc, grosso modo, ça peut pas prendre le pas non plus, mais ce qui est plutôt important, c'est de dire pourquoi tu veux créer la valeur économique. Est-ce que c'est pour l'accumuler dans un coin, ou est-ce que c'est pour la partager avec ton écosystème, et notamment avec, du coup, l'acteur de l'écosystème oublié encore aujourd'hui, qui est l'environnement, et qui n'a pas du tout été payé pour ce qu'il nous a donné jusqu'à présent. Et comment on en vient à... Parce que si on se remet un peu dans le contexte, c'est 2008, tu m'as dit, vous avez eu l'idée, enfin, Ouais. 2008, vous êtes en deuxième année, première année d'école? Deuxième, ouais. Deuxième année d'école. Comment on se dit, ok, on lance un restaurant, on le lance bio, et c'est pas assez dur, on le lance pas cher. Mais parce qu'on est des bisounours. Non, mais parce qu'en gros, la genèse, c'est quoi? C'est deuxième année d'école de commerce. Un matin, on avait mangé chez Quick la veille, on avait pris un double Quick and Toast chacun. On adorait ça, mais bon, toujours pareil. Après, on culpabilisait un peu, on sentait pas très bien. Et donc, le lendemain, on réfléchissait à où est-ce qu'on allait manger, et on s'est dit, en fait, on voudrait encore un burger, mais un burger quali, quoi. Un truc bon. Bon à la fois au goût, de meilleure qualité, quoi. Et puis meilleur aussi pour la santé. Enfin, moins mauvais en tout cas, et puis après tout de suite c'est arrivé aussi meilleur pour l'environnement. Donc on a eu l'idée burger bio à ce moment-là, quoi. Et même le nom est arrivé 10 secondes après. Okay. Ça c'est le postulat de départ. Et en fait, après on a tiré le fil pendant plusieurs années avant de se lancer, et on s'est dit ok, c'est bien de proposer cet attribut bio, mais nous on n'y croyait pas, on n'y croit toujours pas à la consommation responsable si elle est plus chère. En fait, on n'y croit pas. C'est le cas, hein, c'est forcément de fait plus cher. Mais en fait, notre vision, elle a peut-être encore un peu bisounours, c'est que les boîtes doivent trouver un moyen de craquer leur business model pour proposer des produits challenging sur le marché, donc au même niveau que les autres, mais en prenant en compte le facteur X environnemental. Il y en a qui arrivent à le faire, hein. On parle beaucoup d'eux en ce moment, mais Veja, ils cartonnent. Ils font de la rentabilité de ouf.
et ils ont un produit qui est largement meilleur que Nike Adidas. Et en fait, comment ils font? En fait, ils ont zéro budget com. Ils ont que de la com organique. Là où Nike Adidas, je connais pas leur budget com, mais voilà. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'argent dans la com, ils mettent de l'argent dans leurs produits. Et ensuite, ils arrivent à en parler parce qu'il y a de quoi en parler. Parce qu'ils font les choses bien. Donc, je pense que là, on a un levier parmi d'autres pour arriver à craquer le modèle pour pouvoir proposer des produits durables, mais challenger. Moi, je crois pas aux produits durables avec le consommateur qui fait un effort. Ça peut le faire à la marge un petit peu, mais ça sera pas. Faut être challenging. Pour comprendre un peu d'où vient vous cette idée, parce que je repasse encore dans le contexte, 2008, vous êtes à l'école. Le bio, c'est pas non plus très courant. Enfin, c'est pas des produits bio. Oui, il doit y avoir quelques chaînes de bio. Je pense sûrement Biocop existait, des choses comme ça. Enfin, des choses similaires. On en parle un peu, mais c'est pas bon. Voilà. Mais comment vous dites, en fait, c'est quoi? C'est un historique personnel. C'est un mélange de deux choses. Ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, on était quand même sensible à ce que c'était. Alors, non pas que nos parents nous ont élevés dans la bio, mais on avait quelques produits à la maison, donc on savait ce que c'était. On était sensibilisés à la cause. Alors, oui, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, mais quand même, on savait bien à l'époque ce que c'était. Biocop était quand même là depuis déjà, je dis, si je ne me trompe pas, 25 ans, à peu près. Même peut-être un peu plus. Donc on savait ce que c'était. Par contre, c'était beaucoup moins développé. Et nous, ce qu'on a vu aussi, c'est que à la fois il y avait un intérêt, comment dire, éthique, écologique de faire ça parce qu'on y croyait. Et deux, on s'est dit mais c'est une différenciation de dingue. Il y avait zéro chaîne qui existe en bio. Et en fait, 13 ans plus tard, je sais pas si je dois m'en réjouir ou pas, mais il y en a toujours zéro en fait. On est les seuls en restauration à faire du bio. Alors, on enchaînait quoi. Ouais. Il y a aujourd'hui, on propose des produits bio dans des trucs, mais il n'y a pas à votre niveau où voilà, tout est bio. Ouais. Vraiment, c'est le concept, quoi. Ce qui a bien progressé, c'est ces produits-là. Alors après, le marché de la restauration commerciale en bio, c'est, si je me trompe pas, entre 250 et 300 millions d'euros par an. La bio, c'est 13 milliards. Voilà. Donc, au global. Donc, ça reste un tout petit marché. Et pourtant, les consommateurs déclarent qu'ils en veulent et qu'ils en veulent la restauration, etc. Donc, ça se développe. Par contre, c'est dynamique, mais ça reste toujours petit en restauration. Ok. Et je continue un peu sur ce côté un peu historique pour après qu'on arrive. C'est que, bon, après les études, vous vous lancez. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous ouvrez assez vite un deuxième restaurant. Oui. En 2013. 2013, voilà. Donc, sur 4 ans, vous ouvrez un deuxième. Non, sur un peu moins, vous ouvrez deuxième restaurant. Mais vous vous rendez compte que justement, ce que tu me disais là, tu me parlais tout de suite de modèles, de choses comme ça, ça vous en étiez pas rendu compte de tout ça. En fait, que vous êtes rendu compte qu'au niveau de votre structure, de votre lancement, il y a des choses qui n'allaient pas. Bah oui. Alors au début, on a cette idée-là, donc on se dit bio, mais on voulait être au prix de McDo nous, au départ. Parce que en fait, quand on s'est lancé, le burger Cali, ça n'existait pas. La seule référence qu'on avait, c'était bio, c'était McDo, Quick, etc. Donc on a vite vu quand même qu'on pourrait pas arriver au prix de McDo, donc on a lancé un menu à 10 € tout rond. Donc on était quand même au-dessus de McDo, mais ça restait abordable. Alors c'était en 2011, c'était l'équivalent aujourd'hui, on va dire, de 13 €, je dirais. Donc 10 € tout rond, burger, fruits de boisson. Et effectivement, on a lancé notre premier restaurant, ça fonctionnait bien. On voyait qu'on avait une petite marge, mais vu qu'on travaillait dedans et tout, le modèle tenait et on a réussi à faire de l'argent avec le premier restaurant parce qu'à Cantoni, on avait très peu de salariés, quoi. On était dedans, on faisait tout et on se payait pas grand-chose, ou voire pas du tout. Ouais. Mais effectivement, c'est avec l'ouverture de deuxième et avec la prise de hauteur et avec le staffing qu'on s'est rendu compte que le modèle il fonctionnait pas. Il fonctionnait pas, parce qu'effectivement, prix pas assez cher et surtout coût trop élevé. Et on n'était pas du tout organisé ni rien du tout en fait. Même notre produit était bien pour l'époque, mais en fait il n'était pas assez shadé par rapport à la concurrence qui est arrivée 6 mois après nous. Donc Lit Fernand et compagnie sont arrivés fin 2011, début 2012. Et donc du coup ils nous ont challengé, c'est ce que j'explique dans mon post, c'est qu'ils nous ont challengé sur produit, quoi, sur plein de choses. On s'est rendu compte qu'on était à la ramasse en termes de goût, en termes de pas mal de choses. Et donc, effectivement, il a fallu travailler sur notre chaîne de valeur. Et là, il y a eu des moments difficiles parce qu'on a vachement douté sur le modèle, parce que ce modèle a un avenir. Et là, on a dû travailler énormément pour que, malgré notre petite taille, on s'organise déjà comme un peu une grosse boîte sur les process et qu'on fasse en sorte d'être le plus lean possible, de la pro jusqu'à la délivrance client, et pour pouvoir dégager suffisamment de marge pour pouvoir se développer, quoi. Et ça qui m'intéresse, c'est que
comment, alors peut-être maintenant il y a une interprétation aujourd'hui, mais c'est que vous l'avez fait à l'époque. Comment vous vous dites, OK, on a 2 restaurants, OK, on est challengé par, tel concurrent. On se rend compte qu'on a des choses moins bien, sûrement des choses bien aussi, mais des choses moins bien. On va structurer d'autres manières. Ça, pour moi, c'est une réflexion qui est comment vous en arrivez à cette réflexion et comment parce que c'est pas courant, en fait. Bah, il y a deux choses, c'est que le fake it until you make it, moi je l'ai appris, j'ai connu cette expression il y a 3 ou 4 ans, elle m'a horripilé. Pour moi, c'était quelque chose qui était inconcevable, en fait, c'est même pas une solution. Je pensais pas qu'on pouvait développer sur du vent, en fait. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que c'est notre défaut, c'est qu'on est vraiment naïf. Mais c'est aussi une qualité. Donc du coup, on s'est dit, en fait, pour nous, on n'avait pas le choix. C'était soit on se développe, mais on le fait bien, parce que sinon, ça va droit dans le mur. On voulait pas juste ouvrir 5 restos et vendre la boîte, quoi. C'était pas l'idée. Parce qu'on aurait pu être ça aussi, hein, effectivement. Mais il faut quand même avoir. Puis on est dans le brick and mortar aussi, quand même. On peut pas, comme dans la tech ou quoi, vendre un truc qui marche pas. Les franchisés, ils auront du mal à rentrer. Enfin, il y en a qui arrivent à le faire, hein, mais nous, c'était vraiment pas notre logiciel, quoi. Comme tu disais, on est transparent, on essaie de faire les choses bien, on va jusqu'au bout, quoi. Et en fait, on peut pas commencer à feinter. Donc en fait, pour nous, il fallait vraiment qu'on démontre que ça marche pour pouvoir convaincre et pour pouvoir se développer, quoi. Et donc en fait, on n'avait pas le choix. C'est soit on arrête, on a se posé la question, hein, soit on dit qu'il y a la place et qu'on trouve des solutions, quoi. Donc ça a été, il y a des jours où on voulait arrêter, il y a des jours où on voulait continuer, mais on n'a jamais arrêté parce que alors là, ça répond, allez, un vrai pourquoi, c'est que nous, on se lève le matin parce qu'on pense qu'on a une utilité sur le développement de la bio, quoi. À notre échelle. Mais on fait la bio comme personne ne le fait. On propose une bio différente, hein, et qui permet à des gens qui mangent pas bio de manger bio, de découvrir, etc. Donc, moi, si j'avais fait un burger classique, j'aurais arrêté à ce moment-là, en fait. OK. Ouais. Après, si j'avais fait un burger classique, peut-être que j'aurais pas eu le même problème aussi. Mais bon. Oui, c'est sûr, mais on comprend la dynamique Ouais. et en fait, que vous avez, alors je vais mettre le mot dessus, mais c'est toujours, j'aime pas ce mot parce que c'est toujours, je vais dire quelque chose qui est un peu trop exagéré, mais presque vous aviez une mission de dire: «OK, là, le bio, nous, on veut le rendre pas le plus accessible possible, mais vraiment dans cette partie fast-food, heu, soutenir le bio et montrer que le bio peut marcher dans cette typologie d'entreprise». Ouais. Alors en fait, il y avait deux choses. C'est que la bio, oui, on avait cette volonté de démocratiser et tout, mais bon, on avait que 2 restaurants, donc c'était quand même pas, voilà, c'est à notre niveau, quoi. Donc c'est plutôt de se dire, tu as monté un truc cool, il y avait quand même du monde dans nos restos et tout, on sentait qu'il y avait, voilà, donc vu que le fond il est bon, faut continuer. En revanche, il y a un autre truc aussi qui est très important à comprendre, c'est que le bio accessible, c'était à la fois une croyance, mais c'est aussi une stratégie, hein. OK. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer en ce moment-là, on passe une année quand même hyper compliquée en termes de fréquentation dans toute la restauration, toute la consommation. Enfin, c'est l'année 2024, c'est quand même assez dur là. On a un taux d'effets d'entreprise qui est énorme. Enfin, j'aime pas, c'est une année compliquée. Et en fait, nous, sur notre segment de marché du burger quali, en fait, les enseignes, et donc je parlais un peu effectivement de nos concurrents, mais il n'y a pas que. Les enseignes qui affichent des prix là qui sont trop élevés, elles sont en train vraiment d'avoir des difficultés. OK. Et en fait, nous, on savait qu'un jour, le prix affiché par les enseignes de burgers gourmet qui fait ce positionnement-là, il n'était pas tenable à long terme. Parce que un jour, l'expérience du fast-food, en fait, l'expérience de la restauration rapide, il faut qu'il y ait un prix en fait qui soit en face de cette expérience-là. Au début, on ça tient parce que c'est novateur, parce qu'il y a du marketing, etc. Mais au bout d'un moment, quand ça se tend surtout, avec l'inflation et autres, c'est en train de se tendre, ça s'est tendu. Et ben en fait, faut qu'il y ait une proposition de valeur qui soit en accord avec le prix proposé, quoi. Et nous, notre stratégie d'être à ce prix-là, c'est pas parce que c'est accessible, c'est que pour nous, c'est le prix juste. On est quand même plus cher que McDo. Mais on pense qu'on a un prix qui est, à long terme, le bon. Au-delà du bio. Au-delà de vouloir démocratiser la bio, Ouais. en fait. Voilà. Il y a vraiment si je comprends bien, il y a vraiment les 2 axes. Il y a le bio, ça mais il y a aussi la partie un peu stratégique et se dire: «OK, en face, en fait, nous, quand on met un prix, il y a une proposition de valeur qui est équivalente, que vous estimez équivalente à cette proposition». Ouais, et il y a un autre axe, c'est long terme. C'est-à-dire que notre défaut, c'est que un de nos défauts, c'est qu'en termes de marketing et de communication, on est à la ramasse. On a été très longtemps à la ramasse, on a un peu moins, mais on a beaucoup mis de temps à... En fait, on a une qualité perçue qui est en deçà de notre qualité réelle. Alors que normalement, avec une bonne marketing, une bonne com, vous avez une qualité perçue qui est au-delà de votre qualité réelle.
C'est qui est quand même nos concurrents. Nous, c'était en deçà. Et en fait, on s'est toujours dit que pour une boîte qui tient sur le long terme, il faut que le rapport qualité-prix, quoi, la proposition de valeur, elle tienne la route. Et ça, je n'en démords pas. Marketing ou pas, si vous n'avez pas une proposition de valeur qui tient la route, un jour ou l'autre, sur le long terme, vous vous pétez la gueule. C'est ce qui se passe sur pas mal d'enseignes. En revanche, ça n'empêche pas de faire du marketing et la communication. Oui, non, c'est sûr. Aujourd'hui, si on fait pas de marketing, si c'est pas chiadé et s'il n'y a pas derrière une bonne communication, aujourd'hui, surtout, personne ne va nulle part. Et ça, on l'a compris à nos dépens. Donc, on était naïfs là aussi. On s'est dit, bon rapport qualité-prix, c'est bon, ça suffit. Bah, non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pour moi, c'est une vision long terme aussi. C'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire sur le long terme, votre proposition de valeur doit être cohérente et pertinente. Au-delà du marketing. Oui. Après, l'avantage aussi qu'il y a, alors je comprends bien l'aspect long terme, mais l'avantage qu'il y a, c'est que si vous êtes perçu en dessous, c'est que aussi les gens reviennent pour la qualité, pas juste par le marketing. Ou tu vois, je vais pas comparer, mais bon, comme tout le monde, je consomme du fast-food. Malheureusement, pas Vieux Burger, il y en a pas à Rennes, sauf faire de ma part. On est en train de chercher à Rennes. Et en fait, j'en étais dans certains, puis en fait, tu trouves ça. Ils te vendent effectivement quelque chose de top, du marketing, des images qui font très envie, et tu y vas, tu fais ouais, c'est bien, mais bon. Ouais, t'as une déception. Ouais, une déception. Enfin, ça atteint pas le niveau d'attente que j'avais, donc oui, une déception. C'est ça. Et tu y retournes une fois, deux fois, et après, bon, tu fais oh, en fait, mais à quoi ça vaut, quoi. Le marketing peut aider à améliorer aussi ton expérience. C'est-à-dire, quand je dis marketing, je parle de marketing produit aussi, c'est-à-dire de packaging, de visuel restaurant, etc. Et donc, du coup, comment expliquer? C'est pas non plus survendre avant de consommer. Le marketing aide aussi les gens à faire revenir les gens. La communication aussi, par exemple. Le fait que nous, on ne dise pas assez ce qu'on fait, alors ce qu'on fait, c'est dingue. C'est-à-dire qu'en gros, les clients, ils impriment pas assez quand ils viennent chez nous. Ils se rendent pas assez compte de ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc, il faut qu'on accentue la communication et pour augmenter notre proposition de valeur aussi, tu vois. C'est pas juste de l'emballage, c'est juste mieux dire, en fait. Le marketing et la communication, pour moi, c'est mieux dire ce qu'on fait. Mais sans faire du vent, parce que nous, on n'a pas besoin de dire de vent, parce qu'on a des vraies choses à dire. C'est un peu... Et justement, toute cette réflexion, vous la passez en à peu près, en 3 ans. Alors même, je pense que ça a évolué depuis. Je reviens sur ce 2013 où vous ouvrez votre second restaurant et que vous vous rendez compte de ce problème. Vous vous rendez compte de tous ces problèmes-là. Vous allez changer une bonne partie de votre modèle. Et tu nous as déjà un peu expliqué comment et ce que vous allez faire, mais j'ai deux questions. Alors, j'ai deux questions. C'est comment vous changez votre modèle? Parce que en fait, on se dit que le modèle de fast-food, c'est assez, alors je mets des guillemets, simple dans le sens où c'est assez établi, c'est assez structuré, il y a des grandes enseignes qui font. Donc, comment tu te détaches de ce modèle-là? Et ma deuxième question, c'est comment toi, ton associé et tes équipes, vous arrivez à survivre sur 3 ans de changement où je suppose que c'est pas simple tous les jours, quoi. Non. Alors, la première chose, c'est qu'au lieu déjà de se distancer de nos concurrents, on les a plutôt raccrochés. C'est-à-dire qu'on s'est vachement inspiré de justement les grands industriels du fast-food comme McDo. Moi, j'ai travaillé chez eux avant d'ouvrir le Burger. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré de leur modèle productif, qui pour nous, en fait, est essentiel si on veut avoir quelque chose qui soit à la fois constant en termes de qualité et le moins cher possible. En gros, on a essayé d'industrialiser nos cuisines. Et pour moi, le mot industriel, c'est pas un gros mot. Au contraire, s'il est fait au service de bonnes conditions de travail, avec de bons produits, faisons l'industriel, mais à balle. Parce qu'en fait, l'artisanal, c'est cool, mais si vous avez un produit qui est une fois sur deux moins bien et qui coûte cher, ça sert à rien. Je vais raconter l'histoire du pain, qui est un peu un exemple de tout ce qu'on a fait pendant ces 3 ans. Avant, on avait un pain artisanal livré par un boulanger. Le pain, on devait le commander 2 jours avant, parce que le boulanger faisait pousser ses pâtons. Et il se gardait un jour. Donc en fait, le soir, c'était soit rupture, parce qu'on n'avait plus de pain, parce qu'on n'avait pas commandé assez, soit perte. Voilà. Donc on perdait plein de pain, en général, parce qu'on prenait de la marge, du coup, et quelquefois on était en rupture. Ça, c'était l'enfer. À côté de ça, on avait des pains où, une fois ça dépendait des périodes, mais parfois on arrivait, les pains, ils étaient dégueulasses, quoi. Enfin, dégueulasses, je sais pas, il y en avait trop petits, trop grands, pas assez cuisses. Ah, c'est normal. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec notre fournisseur actuel, qui s'appelle Biofournil, pour mettre au point un pain
qui est fait chez eux. Donc eux, c'est un petit industriel. Ils ont créé une ligne de prod de bun. Et on a travaillé sur leurs recettes. Et maintenant, on est livré avec des pains qui sont sous atmosphère protectrice. Donc une DLC de 25 jours, qui sont tous les mêmes. Et qui coûtent, je crois que je sais plus, ils coûtaient 20% moins cher. Parce que forcément, ils étaient faits voilà, ils étaient meilleurs. Ouais, donc ça, c'est un game changer. Et ça, on l'a fait sur... Donc je donne cet exemple là, parce que on l'a fait sur tous nos produits, ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a externalisé la production. Le pain, on le faisait pas nous-mêmes, mais il y a d'autres choses qu'on faisait nous-mêmes, comme les sauces ou les oignons, etc., qu'on a externalisé auprès de petites PME, semi-indus, qui ont travaillé à façon pour nous, avec des produits qui ne font que pour nous, avec nos recettes. C'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble pour faire des recettes. Donc à la fois, on a gagné en qualité, on a gagné en prix, et là-dessus, on a créé une centrale d'achat qui nous a permis en fait d'acheter en gros et de faire une seule livraison. Nos fournisseurs faisaient une seule grosse livraison à Rungis et nous on avait une seule livraison avec toutes nos denrées, ce qui nous permettait d'optimiser nos RH pour les réceptions de livraison. Ok. Ça c'est un des pans qu'on a fait. Une centrale d'achat avec 2 restaurants. Voilà, une centrale d'achat avec 2 restos. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va créer une centrale d'achat, même si c'est absurde. En fait, vu qu'on est, on a en bio, donc il existe très peu de distributeurs. Et le but pour gagner dans la valeur, c'est qu'on a cuté les intermédiaires, en fait. Ouais. C'est ça le but, c'est intégrer la valeur de l'intermédiaire. Donc on s'est dit, la valeur de l'intermédiaire, il faut qu'on la capte. Et aujourd'hui, cette centrale d'achat, elle existe toujours, sauf qu'elle prend pas de valeur ajoutée. Et donc c'est là où on gagne, c'est qu'on a une centrale d'achat qui travaille gratos à disposition du réseau, parce que c'est nous qui l'avons. C'est comme ça qu'on arrive à gratter les points qui manquent, notamment par rapport aux autres. C'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. C'est un modèle unique en France, cette centrale d'achat pour la restauration. Ça a été répliqué depuis ou à ta connaissance ou pas? Non, parce que pas à ma connaissance. Je sais qu'il y a des groupes quand même de restauration qui ont leur propre centrale d'appro en conventionnel, parce qu'il y a quand même des effets de synergie à faire, même si c'est pas en bio, etc. Donc les gros groupes, ils ont forcément le sourcing indirect. Voilà, mais à notre taille, par contre, c'est moins évident. Parce qu'en fait, on n'a pas cette contrainte de l'approvisionnement. Moi, mes franchisés, le sourcing autour d'eux, ils le trouveront très difficilement, en fait. Alors qu'en conventionnel, il y a plein du steak haché frais en conventionnel, vous le trouvez assez rapidement. Mais en bio, beaucoup moins. Donc ça, c'était un grand effort. Et après, il y a eu beaucoup d'efforts qui a été fait sur la cuisine et la digitalisation, la création d'outils digitaux, pareil, avec des partenaires, pour pouvoir créer notre propre process qu'on a mis au point avec Anthony, avec un système de salve, etc., pour pouvoir faire du à la demande. Donc nous, on fait tout à la demande, on ne cuit pas de steak avant que la commande est passée, même en plat roche. Et ça nous permet en fait d'être très rapide, d'avoir de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire que personne ne se presse, en même temps on est très rapide, d'avoir une constance produit et de gagner en productivité. En fait, on arrive à atteindre des très gros volumes en fait de commandes avec cette organisation-là, tout en ayant du produit fait à la demande. Donc je synthétise un peu, mais grosso modo, ça a été du travail là-dessus. Et après, il y a aussi tout le travail en aval avec la délivrance, les bornes de commande qu'on a mis plus tard, les bornes, mais qui font partie intégrante de notre chaîne de valeur. Et tous ces changements qui sont sûrement pas arrivés du premier coup, et surtout en une fois, comment vous avez fait pour les implémenter au fur et à mesure dans vos process actuels à l'époque? C'était l'enfer. On a fait test and learn, mais un nombre de fois. Notre restaurant de Victoire, là, qui est toujours ouvert, mais ça a été un laboratoire. On a tellement essayé de machines, on a essayé, on est revenu. Puis avant qu'on mette tout ça, mais on a un de nos salariés qui est là chez nous depuis 11 ans, peut-être 12 ans, parce qu'il est arrivé en 2012, il s'appelle Mathieu Chopard. Il est arrivé, il était pâtissier chez nous. Et donc, il faisait les pâtisseries maison. Et en même temps, donc dans le robot, on avait un robot qui faisait les pâtisseries. Puis juste après, on faisait les sauces dedans et tout. Et c'était l'enfer en termes d'organisation. On avait des moelleux au chocolat qui se battaient avec les frites pré-cuites. À côté de ça, on avait des oignons. Enfin, on faisait de la vraie cuisine, en fait, avec de la cuisine de fast-food. Et je me rappelle que Mathieu, il nous avait mis des coups de pression là-dessus. Parce que ça allait pas. Et en fait, il est toujours là. Aujourd'hui, il est superviseur de tous les restaurants parisiens de France. Et avec lui, notamment, on a construit, en fait, tout ça. On avait déjà quand même des process dès le départ. Les process, il y avait quand même une base de process. Dès le départ, on a tout de suite voulu une cuisine qui soit efficace dès le premier restaurant. Mais donc attends, j'ai digressé là. Tu disais comment vous êtes arrivé? Oui, ça s'est fait. Franchement, ça s'est fait au fur et à mesure à l'arrache, quoi. Si je prends les boissons, on avait au début des boissons en bouteille, mais ça coûtait 75 centimes à boisson. En bio, c'était juste pas possible. Donc du coup, on a commencé à faire notre citronnade nous-mêmes. Donc on a acheté un presse-citron. On pressait les citrons, on mettait du sucre, un tout petit peu d'eau, on mettait ça dans des bidons, et puis
donc c'était concentré, puis on les diluait avec de l'eau le jour du rush dans des énormes bidons, puis on les servait. C'était l'enfer, ça collait partout, c'était horrible. Puis un jour, on a externalisé aussi ça. C'est-à-dire que maintenant, on a un fournisseur qui nous fournit ce sirop en bag-in-box. On a mis en place une machine un peu comme chez McDo, sauf que c'est avec du sirop qui est pas stable à température ambiante, donc c'est réfrigéré et tout parce qu'il y a conservateur. Et donc là, maintenant, on a des machines nickel, on appuie sur un bouton et le sirop est mélangé avec l'eau gazeuse, etc., filtrée. Mais pour passer de la bouteille de Bionade ou de Cola Bio en bouteille à ça, il y a une zone grise. Non, mais c'était l'enfer, ça fait. C'était l'enfer. Mais c'est là où, tu vois, quand je disais en introduction que comme que vous êtes, enfin, vous êtes très ouvert sur les difficultés, c'est que souvent, quand j'échange avec quand on se projette dans l'entrepreneuriat, dans ce mode de business, ça, on se dit, ah ouais, bah, il y a des choses qui existent, je me vois bien aller au salon du fast-food, commander cette machine, puis cette machine, puis cette machine, puis hop, ça va fait, puis hop, je me lance. Et en fait, c'est pas du tout ton expérience, et comme ce que tu expliques, c'est que ça marche pas comme ça. Alors peut-être plus dans le conventionnel, et encore, mais en fait, c'est aujourd'hui quand tu lances un business alors sauf si tu as des moyens démesurés, mais un business dans la food et notamment dans le fast-food et en plus dans le bio, en fait, c'est l'apprentissage continu, quoi. Ouais, et là, j'ai un truc à dire là-dessus parce que moi, on a entrepris à une période charnière, mais avant 2010, je veux dire pas avant nous, avant 2010, grosso modo, les restaurateurs, c'était des restaurateurs. C'est des gens qui étaient de l'opérationnel, qui faisaient la cuisine. Que ce soit, alors les fast-food, c'est encore autre chose, mais je parle vraiment des gens qui se lançaient dans la restauration. Ouais. Et puis, est arrivée une période de restaurateurs comme nous, gestionnaires, c'est-à-dire sortis d'écoles de commerce qui font de la gestion du marketing. Et ça s'est accentué. Maintenant, il y a très très peu de restaurateurs qui se lancent, qui sont les plus restaurateurs. C'est tous des gestionnaires, donc gestion et marketing. Sauf que ce que je vois, moi, là, c'est pas tout le monde, hein, pas tout le monde évidemment, mais moi je reçois des decks là, de gens qui veulent se lancer en restauration. Ils n'ont pas un seul resto ouvert, qui veulent que j'investisse dans leur restaurant parce qu'ils pensent dans 3 ans, ils en ont 15 dans l'Europe entière. Mais en fait, le problème, c'est que je pense qu'il y a un autre souci là, c'est que la restauration, c'est un métier où on met les mains dans la merde. Si tu mets pas les mains dans la merde, à un moment donné, au moins au début, tu comprends pas ton métier en fait. C'est pas une putain de start-up web quoi. Ouais. C'est une boîte avec du matériel, avec de l'hygiène, avec de la bouffe, avec de l'humain. Et t'as les 4. Et les 4, un matin, ils peuvent tous déconner d'un coup. C'est-à-dire que t'as un mec qui arrive pas, t'as le grill qui s'allume pas, t'as la DGCRF qui débarque, et t'as des souris dans ton resto, quoi. Mais c'est vraiment arrivé, ces 4 trucs en même temps. Hein. Et en fait, c'est l'enfer. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prêt à passer son âme, c'est le sang et les larmes, la restauration. Alors, on peut limiter ça quand on va dans un réseau, parce que effectivement, les réseaux de franchise, ça apporte tout un tas de cadres, hein. Mais il faut quand même se retrousser les manches. Et je dis pas encore une fois que tout le monde se lance comme ça, mais c'est quand même vu de l'extérieur comme... il y a plein de gens qui se lancent, effectivement, et qui s'arrêtent rapidement, parce qu'ils sont dépassés par ça. C'est pas juste un PNL et des posts Insta, en fait. Et nous, à l'époque, c'était pas du tout ça, parce que les réseaux sociaux, c'était le début. Nous, on était vraiment à la période. Donc moi, voilà, je pense qu'il y en a qui ont très bien compris, qui ont tout fait. Il y en a aussi qui très rapidement sont sortis quand même avec beaucoup de moyens. Je pense à Big Mama, qui est quand même une réussite extraordinaire, mais ils sont tout seuls. Hein, mais ils ont arrivé à faire un truc à coup de gestion, de vision et de marketing extraordinaire. Mais je pense quand même qu'ils connaissaient quand même très très bien le métier, à mon avis. Ouais. Mais voilà. Ouais, et tu vois, ce que tu dis sur le fait de connaître le métier, d'avoir les mains dans la merde, comme tu dis, mais je serais presque à moi le généraliser sur tout type de boîte, en fait. C'est que, tu vois, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a fait. Alors, là où t'as plus que raison, je pense que c'est sur la partie quand tu fais de la nourriture, il faut mettre les mains dedans, parce que sinon il y a vraiment une trop grande différence. Mais même moi, j'élargirais ton exemple à toutes les boîtes, parce que, comme je disais, moi, j'ai lancé une boîte dans l'audiovisuel sans savoir ce que c'était. Donc, ça veut dire que je faisais de la prod vidéo, j'avais un associé qui faisait. Mais en fait, pour vendre son temps, parce que moi, je vendais son temps, c'était utiliser la prod, vendre son temps, vendre les idées et tout ça, en fait, je me suis vite rendu compte que si je maîtrisais pas un minima son outil, en fait, quand je lui demandais une modification sur une vidéo, je savais pas combien de temps ça prenait. Et des fois, tu dis, ça prend, je prends cet exemple parce que c'était le plus courant, mais tu me le fais en 5 minutes.
Il me fait: «Ah non, non, mais en fait, c'est lié à ça, 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 ça» et en fait, ça prend 1 heure à faire les changements et pareil dans le web, je pourrais élaborer dans le web et tout ça, mais et c'est là où je pense que tu fais passer un message très important, c'est si on veut lancer une boîte, il faut à minima avoir une connaissance de base du métier qu'on fait. Bah, en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, pour moi, c'est fou parce qu'il faut le repréciser, mais c'est tellement évident, en fait. Bah oui, tu lances une boîte, faut connaître ton métier. Mais en fait, aujourd'hui, on est obligé de le rappeler parce que je crois que beaucoup de gens veulent devenir avant tout entrepreneurs. Ouais. Et après, ah bah tiens, faut que je cherche une idée. Bah non, non, ça se passe pas comme ça. Alors, encore une fois, c'est des généralités, mais je suis complètement d'accord avec toi avec ce petit bonus qui fait que la restauration est intrinsèquement un métier très difficile. Très, très, très difficile parce que, encore une fois, humain, hygiène, etc. Et en plus, c'est un métier très idéalisé. Oui. Notamment aujourd'hui parce que c'est que tu disais, hein, on voit des posts Insta, on voit des trucs, des belles assiettes, des machins. Alors moi, j'adore cette dynamique parce que maintenant, alors je veux dire maintenant, mais j'étais pas non plus, j'ai pas tout connu, mais avant, on avait surtout des quelques beaux restaurants et puis après, c'était des petits boui-boui à droite à gauche qu'on allait. Et aujourd'hui, il y a vraiment un gros effort sur ces petits restaurants qui proposent des choses super sympas. Mais ce qu'on se rend pas compte et ce que toi tu exprimes, c'est que, en fait, pour en arriver là, pour qu'une assiette ou un burger arrive dans une assiette propre, nickel mais en fait, c'est des heures de boulot derrière, de préparation, d'investissement, de temps et tout ça, quoi. Ah bah ouais, au départ, c'est un truc de dingue parce que t'es pris par l'opérationnel quotidien et en plus, si tu veux créer une chaîne ou quoi, faut développer ton concept par ailleurs. Donc, non, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et après, plus tard, on se retrouve dans d'autres situations, d'autres difficultés, mais qui sont plus justement là des difficultés de gestion. Mais au niveau dans lequel on est aujourd'hui, c'est la difficulté suivante, c'est comment tu arrives à scaler en conservant tes fondamentaux. Et ça aussi, c'est un autre écueil qui aime beaucoup parce que c'est super difficile. Arriver à avoir des gens parce que ça passe par l'humain avant tout, et des process qui permettent de garder tes fondamentaux de produits, de prix, etc., tout en continuant à ouvrir des restaurants. C'est encore un autre défi. Et comment justement vous avez répondu vous, à ce défi-là? Parce qu'aujourd'hui, je reprends un peu ma chronologie, c'est qu'on s'est arrêté en 2013 avec 2 restaurants. Aujourd'hui, 2024, 27 restaurants à date actuelle. Ouais. Toute la France, enfin. Ouais. Il nous manque un peu sud-ouest. Là. D'ailleurs, moi je viens du sud-ouest, donc je me fais charrière, mais normalement on devrait arriver à Toulouse dans pas longtemps. Ouais. Ok. Donc en fait, une grande partie de la France. Comment vous avez répondu un peu à cette problématique justement de vous en venir? Parce que tu vois, tu me parlais de la centrale d'achat, que vous travailliez avec un petit industriel du coin pour fournir vos pains, mais je suppose qu'il va pas envoyer jusqu'à Toulouse les pains. Ou est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il a vendu à vous? Ah bah oui. Alors déjà, avec notre histoire du temps long, notre vision long terme, on est aussi dans la progressivité. C'est une valeur qui nous tient à cœur et qu'on a autant choisi que subi. Il faut aussi être honnête. Mais en fait, c'est bien d'être progressif parce que être progressif, ça permet de faire les choses mieux et de consolider ses bases. Alors que si vous allez trop vite, à part ceux qui sont très forts, tu prends des risques. Donc déjà, progressivité, c'est que oui, on a ouvert des restaurants à partir de 2017. On en a ouvert tous les ans, mais de manière progressive. Et là, on est arrivé un peu à notre max, je dirais, parce qu'on a ouvert 5 restos en 2022, 5 en 2023, 6, presque 7 en 2024. Et là, on se rend compte que il faut pas qu'on aille plus vite parce que nos fondamentaux, faut les entretenir. C'est-à-dire donc à tous ces restaurants qui ont ouvert là, il faut s'en occuper. Il faut qu'on monte en charge. Et ce serait con d'aller trop vite. Donc déjà, on commence à avoir une petite limite là-dessus. On pensait faire entre 5 et 10 restos par an, mais en fait, on veut plutôt en faire entre 3 et 5, c'est très bien. Voilà. Donc déjà, la progressivité. Et ensuite, oui, de la progressivité découle tout le reste, c'est-à-dire que nos fournisseurs, quand on allait les voir au début, on avait quand même cette vision d'ouvrir, mais bon, on était quand même à des années-lumière du volume qu'on fait aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on les a interrogés et on a co-construit avec eux notre roadmap. Et en fait, puis au Fournil, typiquement, ils ont créé une ligne pour nous. Après, cette ligne-là, ils l'ont utilisée aussi pour d'autres, surtout pour la GMS, où ils font aussi d'autres recettes, mais pour la GMS, etc. Puis là, ils vont ouvrir une deuxième ligne. Voilà. Okay. Et donc, au fur et à mesure, en fait, avec chacun de nos fournisseurs, on travaille ensemble en disant, voilà, nous, on annonce des volumes l'année prochaine, puis on leur donne la visibilité et eux, ils se développent avec nous. On a presque créé des filières aussi, notre filière de fromage de Gouda. Alors, c'est un peu long à raconter, mais au début, on travaillait avec une fermière qui a apporté son savoir-faire à une coopérative qui avait beaucoup plus de moyens, qui a créé la recette pour nous.
Parce que la fermière, on lui prenait trop, elle a travaillé avec nous pendant un moment, mais au bout d'un moment, c'était trop pour elle, elle était trop dépendante de nous, donc elle a plus voulu. Elle a stoppé ses... Et elle a apporté gratuitement le savoir-faire à sa coopérative, par exemple. Ok, ça c'est une super belle histoire. Donc on a en gros des petites PME qui nous ressemblent en moyenne, hein, et qui grandissent un peu avec nous, ou qui agrandissent en tout cas leur volume des produits qu'on demande avec nous. Et oui, ils livrent la centrale, et la centrale livre tous nos restaurants en France. Ah ouais. Voilà. Donc tous nos produits passent par Rungis. Aujourd'hui, on en a qu'une, mais on va bientôt en avoir deux. Et ensuite, la centrale dispatche les 27 restaurants. Donc chaque restaurant a un camion qui arrive, entre 2 et 3 fois par semaine, ça dépend, avec tous les produits, parce qu'on en a aussi en 100% frais. Alors, pas de produits surgelés. J'imagine un peu les problématiques de logistique que ça doit poser. Bah, on a une équipe extraordinaire à la tête de réseau qui s'occupe de ça. Donc Charlotte, Sundus et Ciné Grégoire. Et oui, c'est du quotidien. Grégoire, il a temps plein gérer la centrale. Donc à recevoir les commandes, les commandes avant, les commandes amont, pardon, les fournisseurs, les commandes aval. Alors après, on a un logisticien qui est basé à Rungis, mais avec qui on travaille, etc. Ouais, c'est un sacré truc, mais c'est aussi un de nos principaux assets, quoi. Et justement, on parle de franchisés. Vous n'avez pas que des franchisés, vous avez un équilibre assez égal entre franchisés et propres. 11 et 16. 11 et 16 ans. Ce qui est pas courant en fait dans les Non, on n'est pas unique, mais on n'est pas courant. Il y a souvent soit des réseaux full intégrés, soit des réseaux quasiment full franchise. Nous, on est un peu hybride. Et ça, on l'a voulu dès le départ. En fait, on s'est dit, quand on a voulu se développer, quand en 2017, on s'est dit, tiens, on est bon, on est prêt pour se développer, suffisamment prêt. On a dit, ben, on se développe en propre. Ah oui, mais aussi, tiens, on s'est rendu compte qu'on avait créé un savoir-faire. On s'est dit, mais tiens, ce savoir-faire, il a de la valeur. Peut-être que des entrepreneurs seront intéressés pour l'exploiter. Et donc, on a démarré comme ça. Et bon, il se trouve que la première franchise, c'était un super proche à nous qui dirigeait nos 2 restaurants. Okay. Et qui voulait être entrepreneur et qui s'est dit, bah, Banco, je suis le pot cassé, je suis votre premier franchisé. Aujourd'hui, il en a 2 et il est au top. Et donc, du coup, nous, pourquoi on a continué? Parce que déjà, on estime que pour être un bon franchiseur, il faut avoir de la légitimité. Il faut connaître son métier. Toujours pareil, on en revient aux bases. Et donc, si vous n'avez pas de restaurant, en fait, peut-être que vous connaissiez votre métier avant, mais en fait, notre métier, il a changé et il faut qu'il connaisse son métier au fur et à mesure. Enfin, ça nous permet de tester plein de choses dans nos restaurants propres, etc. Connaître le métier et aussi en termes économiques, en fait. En termes économiques, nous, on a un modèle qui fonctionne, on a envie aussi d'en profiter. Et le côté hybride de franchise propre sur la consolidée de la boîte, en fait, économiquement, c'est quelque chose qui permet d'amortir mieux la tête de réseau, c'est assez intéressant. Ok. C'est intéressant d'avoir un peu cet insight parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne s'expliquent pas trop. Encore une fois, la franchise. Ouais. Ça pourra en passer encore plus de temps dessus, hein, sur cet équilibre. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on pense qu'on a la légitimité, ça fonctionne bien. Peut-être que le défaut, c'est que quand il y a du volume, quand vous êtes full franchise, vous êtes moins exposé aux variations de volume, puisque votre chiffre d'affaires est uniquement lié à une proportion, à un pourcentage de chiffre d'affaires de vos franchisés. Et en fait, le chiffre d'affaires qui baisse, c'est juste la baisse du chiffre d'affaires. Alors, quand vous avez des restaurants propres, quand vous avez une baisse de chiffre d'affaires, vous avez un effet ciseau sur tous vos ratios. Donc, quand vous avez une tête de réseau qui dépend beaucoup de vos restaurants propres et qui a un petit moment de moins bien, bah, ça se ressent plus, on va dire. Mais inversement, quand ça se porte mieux, bah, vous êtes aussi porté plus facilement. Et ça vous permet, alors peut-être votre configuration et le nombre de franchisés aujourd'hui, vous le sentez pas trop, mais ça vous permet aussi d'avoir un poids vis-à-vis des franchisés. Parce que je sais que dans certaines structures, pour avoir entendu des histoires un peu où il y a que des franchisés, en fait, bah, la tête de réseau, elle est très dépendante. Si elle veut, par exemple, imposer notamment du logiciel ou unifier certaines choses pour aider les franchisés. Certains franchisés, quand ils sont même un peu gros, disent non, et puis ça se fait pas, quoi. Ah bah oui. Ah bah alors ça, on rentre dans la politique réseau, qui est un sacré sujet, hein. C'est tout un truc. Et effectivement, je pense que à la fois avoir la légitimité et à la fois avoir le poids permet d'être beaucoup plus d'avoir du décisionnel beaucoup plus simple à prendre avec vos franchisés, même si nous on a une construction où on écoute beaucoup
nos franchisés. On est très transparent aussi avec eux. On se fait beaucoup challenger aussi parce que c'est des franchisés. Notre concept a attiré des gens intelligents et qu'on appelle ça et avec un degré d'entrepreneuriat peut-être au maximum du spectre du franchisé. Ok. Parce que chez les franchisés, on va dire, hein, si vous avez, ce sont tous des entrepreneurs, mais avec un degré, une appétence au risque peut-être un tout petit peu moins prononcé qu'un entrepreneur from scratch. Mais moi, je pense que chez mes franchisés en moyenne, j'ai quand même un curseur qui est assez élevé parce qu'ils sont pariés sur une petite enseigne novatrice et différenciante et que ça les amuse et que ça les intéresse et qu'ils y croient. Et donc, du coup, ils ont envie de s'impliquer sur nos problématiques plus peut-être qu'un franchisé qui va rentrer chez McDo et puis qui va écouter ce qu'on lui dit. Donc, on est challengé, mais toute la difficulté, c'est les écouter parce qu'il y a tellement de bonnes idées qui sont sorties de chez eux. Et en même temps, de faire le tri parce que vous ne pouvez pas tout prendre. Faut prendre les bonnes idées, faut prendre ce qui fait consensus, parce que sinon vous avancez plus, parce que sinon, si on accepte tout ce qu'on dit aux franchisés, on accepte pas. Oui, il y a vraiment il y a un petit équilibre là-dessus, ouais. Et ben justement, tu vois, ça fait le pont parfait vers la prise de décision. Aujourd'hui, quand vous avez cet afflux de bonnes idées ou d'idées, du moins, comment vous faites le filtre, c'est-à-dire déjà comment vous recevez les choses et vous dites: «OK, cette idée, elle est vraiment bonne, elle reçoit de l'adhésion, on y va». Ou alors: «Bah, ça, c'est peut-être un peu tôt». Tu vois, comment vous appréciez? Alors ça va dépendre du domaine, déjà. OK. Si on parle de développement produit, de communication, de marketing ou de finance, quoi. En interne, les décisions, il y a 2 niveaux de décision, je dirais. Il y a des décisions qu'on prend avec mon associé. OK. Des décisions, on va dire, structurelles, de vision, dont on va aussi discuter avec le board, donc avec nos actionnaires qui siègent au board pour avoir leur avis. Mais c'est nous qui sommes décisionnaires sur des grandes décisions. Ensuite, une fois qu'on a calé la vision, normalement ça se fait une vision globale puis une vision annuelle. Après, sur comment on déploie la vision, ça, je dirais que les décisions sont prises par le CODIR, comité de direction. OK. On est 6-7. Donc c'est les directeurs de pôle. Et là, avec Anthony, on a toujours été, je pense, peut-être qu'ils me contrediront quand ils écouteront, mais je ne crois pas, assez ouvert. C'est-à-dire que c'est plutôt des votes. On va vote pas à main levée, mais je veux dire, ça fait qu'on essaie de faire consensus. On va très rarement avec Anthony, prendre une décision à l'encontre de nos équipes. OK. Voire même, c'est eux qui décident et nous, on se plie parce qu'en fait, ils connaissent mieux leur métier que nous. Enfin, moi, la centrale, c'est Charlotte qui la maîtrise, c'est plus moi. Donc, en fait, je pense qu'écouter, l'écoute pour un entrepreneur, c'est une des principales qualités. Donc, moi, j'essaie de le faire au maximum, d'écouter le consensus du CODIR pour décision, on va dire, de mise en œuvre opérationnelle de la vision. Et ensuite, on a les décisions qu'on ouvre aux franchisés, effectivement, qui concernent notamment les développements produits. On essaie vraiment de les intégrer parce que ça les intéresse beaucoup, ils nous challengent beaucoup. Et un peu moins, dans une moindre mesure, le marketing et la com. Et là, on a créé une commission produit, ce qui est assez classique dans les réseaux, qui est assez récente chez nous, où on va, en fait, les franchisés vont intervenir au début du processus pour donner des idées pour l'année prochaine, etc. Ensuite, notre team développement produit va travailler, puis va faire des propositions, et il y aura des commissions produits où là, il y aura des orientations ou des décisions qui seront prises en commission produit. OK. Et moi, par exemple, en commission produit, moi, je donne des orientations. Moi, personnellement, Louis, c'est pas moi qui vais dire cette nouvelle recette, elle est dégueulasse, on prend celle-là. Pas du tout. Moi, je fais confiance à mes équipes, en fait. C'est pas à moi de dire si j'aime ou pas. Après, moi, je donne des idées. Je dis, on pourrait faire ça, c'est cool. Là, je dis à Charlotte, l'année prochaine, franchement, on n'a jamais fait un truc au bleu. Tu peux pas l'intégrer dans ta roadmap. Mais ça s'arrête là. J'essaie de me mettre au même rang que les autres. Ouais. C'est une bonne idée, le bleu. Ouais, on est d'accord, hein. Bleu, le Roquefort, enfin voilà, quoi. Voilà. OK, mais c'est très intéressant parce que en fait, ça montre vraiment en fait, la prise de décision, je vais pas dire journalière parce que c'est pas tout à fait ça, mais dans une entreprise comme Nico, il y a vraiment 2 étages bien séparés avec la vision, comme tu parlais, qui effectivement, le rôle plutôt des fondateurs, parce que moi, j'assume toujours le rôle de fondateur. Et après, l'exécution, en fait, la vie d'entreprise, et pas la vie d'entreprise entre humains, mais la vie d'entreprise en tant que telle, qui, en fait, est beaucoup plus large de ça. Alors, c'est somme toute assez classique. Hein. La seule chose, c'est que je pense que même pour la vision, là, en y réfléchissant, on la propose. OK. Bon, souvent, en fait, ils suivent.
Mais parfois, on l'ajuste en fonction des retours. Parce qu'il y a quand même... voilà, donc on la propose, on l'impose pas. Parce que c'est hyper important d'emmener... Par contre, ce qui est pas banal, je pense, c'est qu'on a vraiment une implication de nos équipes qui est très forte. Très, très forte pour le projet. Et pour continuer à garder cette implication, pour nous, c'est de la transparence, d'expliquer ce qui se passe. Et l'adhésion, c'est-à-dire la participation aux prises de décision, quoi. Voire aux prises de décision tout court. Par contre, on sent aussi que les équipes ont besoin d'un cadre, hein, d'une vision. Donc, si on leur laisse écrire la vision, ça marche pas. Mais les leaders, les fondateurs, etc., doivent poser un cadre et une vision. Bah, c'est très intéressant parce que justement, ça va là. Il y a en fait ce modèle de ce qu'on appelle l'entreprise libérée, qui est que quand on l'aborde en premier lieu, on croit que cette partie, c'est les salariés qui décident. Alors qu'en fait, alors je vais peut-être me tromper parce que je ne suis pas non plus spécialiste de l'entreprise libérée, donc je préfère prendre des pincettes. Mais moi, de ma conception, c'est l'entreprise libérée, c'est effectivement les salariés participent à la décision, et derrière, en fait, il y a quand même des grands cadres qui sont posés pour orienter, parce qu'on ne peut pas tout faire n'importe comment. Ouais, alors ça, c'est un vaste sujet, parce que dans le milieu un peu social, sociétal, etc., l'ESS, on a beaucoup de gouvernance partagée. Et alors, ce qui est génial, la gouvernance partagée, j'avais un gros exemple, alors c'est pas complètement partagé, mais Guecoop, qui est une énorme coopérative. Et donc, c'est très délicat la gouvernance partagée parce que, toujours pareil, ensemble on va plus loin, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais que les deux extrêmes sont pas bons. Et on risque de s'enliser, de pas être assez agile. En fait, on se rend compte que il faut à la fois, c'est toujours une question de curseur, quoi. Il faut demander les avis, mais après à un moment donné, il faut avancer aussi, il faut appuyer sur le bouton. C'est un mélange de despotisme et de démocratie, quoi. Et c'est ça qui est compliqué déjà. Ouais, délicat. Et ça dépend de la taille de la boîte aussi, etc., de vos collaborateurs. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je me méfie un peu des théories de c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, voilà, faut s'adapter aussi aux gens, aux humains, au style de management, etc. C'est vrai qu'on a un management beaucoup basé sur la confiance aussi. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est le niveau hiérarchique. Ça, c'est intéressant. C'est qu'au début, on voulait que ce soit très, très horizontal, tout. C'est toujours très horizontal de premier abord, c'est-à-dire, quand on se voit, c'est horizontal, mais en fait, il y a une hiérarchie très marquée quand même. Ça, c'est notre nationalité, c'est ça, c'est que il y a clairement des supérieurs hiérarchiques avec les autres, il faut qu'il y ait une structure, sinon on ne sait plus qui est décisionnaire, on ne sait plus qui est responsable. Par contre, au quotidien, ça sert à rien de le marquer outre mesure, quoi. Ça sert à rien en fait, quand on se voit, quand on est en groupe, on ne sait pas qui est qui, en fait. Et ça, c'est plutôt une question de forme. Et je pense que là, on est sur un truc assez juste. Parce qu'avant, le trop horizontal, en fait, les équipes, elles ont besoin de cadres, elles ont besoin de référents, elles ont besoin d'un cap. Puis surtout, tout le monde en tant que salarié n'a pas vocation à prendre des décisions, ou il ne souhaite pas prendre des décisions. Mais c'est ce qu'on a appris. C'est évidemment. Et ça, c'est tout un truc, ça. C'est que beaucoup de gens veulent la démocratie, etc., sur plein de sujets. Mais en fait, souvent, quand on leur demande leur avis, en fait, ils n'ont pas d'avis ou ils ne peuvent pas le donner. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais. Ça, c'est actuel. Hein. Mais en tout cas, dans une société de notre taille, c'est hyper intéressant. Et puis, ça peut avoir des impacts assez importants en plus. Oui. Parce que s'il y a une absence de prise de décision, des fois, alors dans des grosses structures, parfois, bon, ça a des conséquences, mais il y a la grosse structure. Dans une entreprise qui reste une bonne structure, parce que vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Avec les franchises, ça fait 550, mais si on a les franchises, on est 250, si je me trompe. Donc ça fait quand même une grosse structure, mais pas aussi forte dans le sens où une crise peut toujours venir ébranler pas mal de choses. Ah ouais, on a déjà vu des très grosses boîtes, notamment des banques, s'effondrer, mais pour d'autres raisons, on va dire. Ah ben l'entreprise n'est jamais à l'abri de rien, ça c'est clair, c'est sûr, de toute ta vie. Je veux venir sur un dernier point qui est un peu, on l'a évoqué tout au début, qui est un peu la partie financement. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal à titre personnel, mais aujourd'hui, vous avez fait 4 campagnes de financement, comme tu corrigeais justement tout à l'heure. Pourquoi ce modèle? Pourquoi ce modèle aller chercher les financements? Et je crois que vous êtes passé beaucoup par la plateforme Lita qui a une certaine vocation, une certaine appétence pour les projets comme les vôtres. Ouais. Alors que peut-être, je pense qu'à un moment, alors peut-être pas le premier financement, mais peut-être les deuxième, troisième, vous auriez pu faire des tours avec des business angels, des fonds d'investissement, des choses comme ça, quoi. Alors déjà, on a fait 4 avec Lita, mais on a fait d'autres tours que Lita. Avant Lita, il y a eu beaucoup de Love Money,
Enfin, donc là, vous m'y en equity. Tout début, c'était de l'emprunt perso qu'on a fait pour le premier resto, puis après, ça a été de l'equity avec nos amis et nos familles. Ensuite, il y a eu Biocop, qui est rentré au capital en 2018 à hauteur avec un apport d'1 million d'euros. Ensuite, il y a eu Lita, effectivement, à plusieurs reprises. Et puis, l'année dernière, on a levé des fonds, 3,5 millions d'euros, avec un intermédiaire qui s'appelle FFP, qui rassemble justement des sortes de business angels, donc des anciens entrepreneurs qui mettent des gros tickets et qui sont rassemblés en fait sous une holding qui est animée par FFP. Du coup, on a fait pas mal de levées de fonds. Et donc, pourquoi alors, nous, on a cherché toujours des partenaires qui collent à nos valeurs, donc Biocop, Lita, enfin, on est toujours dans le même secteur. FFP, on a un peu sorti du spectre, mais on a quand même affaire à des personnes physiques, on n'a pas de fonds d'investissement, on sait pas, enfin voilà, c'est des gens qui ont mis leur denier dans notre boîte, quoi. Pas des fonds de pension, Non, c'est juste des plus gros tickets, mais en fait, voilà. Il y a quand même une notion de la FFP un peu plus financiarisée quand même de l'investissement, un peu plus cadré, mais on reste avec un intermédiaire avec derrière des personnes physiques. Et nous, ça nous intéresse d'avoir en fait tout simplement une mode de financement qui correspond à notre vision. On a toujours voulu essayer d'éviter les fonds d'investissement pour pas avoir cet objectif court-termiste de création de valeur. Donc là, avec FFP, on s'inscrit quand même dans un plan un peu plus court-termiste, mais c'est quand même plutôt ça reste cool. Et parce que pour nous, il y a vraiment la vision qu'on a du financement, c'est que effectivement, les décisions dans le monde économique globalement, elles sont prises à beaucoup trop court terme pour satisfaire des besoins de rentabilité immédiats au détriment du long terme. Et ça, c'est hyper important de garder cette vision de long terme sans sacrifier non plus le court terme, sinon on est mort. Mais disons, pour nous, c'est beaucoup plus créateur de valeur pour la société de raisonner long terme. Donc, on a pris des gens qui partageaient un peu cette vision-là et en plus qui partageaient effectivement au-delà de ça la mission qu'on avait. Donc Lita, ils ne investissent que dans des entreprises à impact, que ce soit social, environnemental ou autre. Et Biocop, en fait, on fait la même chose. Donc ils sont plus dogmatiques que nous, mais voilà. Et pourquoi on s'est financé parce qu'en fait, on devait ouvrir des restaurants, c'est capitalistique. Et on devait financer notre tête de réseau qu'on a dimensionné à partir de 2016. Donc avec Anthony, on a créé une tête de réseau aussi qui a pour but d'administrer le réseau. Il y a beaucoup de travail qu'on a staffé et qu'on a toujours staffé un peu plus vite que le développement de réseau pour pouvoir le développer, quoi. Et qu'il a fallu financer parce qu'on avait du cash burn. Et jusqu'en 2023, on est arrivé à l'équilibre. Et donc voilà pourquoi on a fait des levées de fonds pour ouvrir des restaurants, développer le produit et assumer le cash burn de la tête de réseau. Ok. Et là, la projection, si tu peux en parler, la projection de aujourd'hui, vous êtes rentable dans le sens où ça va arriver, ça. Alors on a été rentable en 2023, 2024 on va le rester, mais malheureusement ça se passe un peu moins bien que prévu quand même. Il faut quand même l'avouer, mais c'est pour tout le secteur pareil. Donc on fait moins que ce qu'on avait espéré. Donc là, c'est pour ça, on va avoir une année 2025 qui va être plus dans la consolidation. On va continuer à se développer, mais moins vite. Donc entre 3 et 5 restaurants, ce qui reste très bien. Mais surtout, plus investir, mais dans nos restaurants existants. Pour retrouver un dynamisme de fréquentation qui s'est un peu érodé en 2024, quoi. Parce qu'il faut s'adapter en fait au marché. Depuis le Covid, de toute façon, c'est des cycles. Il y a des cycles, il y a des cycles de 6 mois, de 6-12 mois positifs et des cycles de 6-12 mois négatifs. On a eu un très très positif en 2023 et un peu moins bon en 2024. Et donc voilà, fou cette rapidité en fait de cycle. Enfin, tu vois, j'aurais pas, on m'aurait posé la question, j'aurais pas dit des cycles aussi courts, quoi. Alors j'ai pas assez d'expérience, mais je pense que les cycles se sont raccourcis et intensifiés. De mon point de vue depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on a des cycles très forts, des cycles très faibles qui se succèdent au gré de l'inflation, de l'incertitude politique, de tout ça. Je pense, là pour le coup, je parle vraiment, j'ai pas de background, etc. Mais j'ai vraiment l'impression, et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit s'adapter à tout ça et créer des boîtes maintenant qui sont capables de supporter sur des temps plutôt courts des moments très forts et très faibles. C'est ce qu'on est en train de faire en fait. Et voilà. Après, on a aussi un autre enjeu, c'est que nous, sur notre marché là du burger, qui a maintenant 12 ans, un burger gourmet, là aussi, il y a une certaine saturation de l'offre, je dirais, qui était annoncée, mais peut-être comment on appelle ça, qui est accentuée par le fait qu'il y ait une demande de consommation 2024, tout secteur confondu, un peu plus stagnante, voire en déclin. Et du coup, en fait, c'est le moment, justement,
En fait, il y a un moment, il y a une opportunité pour nous là. Ouais. C'est qu'on a une vraie distinction sur le marché et il y a des places à prendre, clairement. Ok. Beaucoup de choses. Voilà, ouais. En tout cas, enfin, je vais, pour expliquer un peu, je vais devoir couper un peu là parce que je pense qu'on échangerait encore une bonne heure ou deux, mais tu as des obligations de ton côté, ce qui est tout à fait normal. Puis je pense déjà pour absorber tout ce que tu nous as dit sur le podcast, voilà. Donc en tout cas, ce que je vais faire, alors, dernière question, c'est si on veut te contacter, peut échanger avec toi, comment on te contacte LinkedIn, c'est cool. LinkedIn, ouais. Je pense que c'est bien, ouais, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, c'est cool. C'est pour intérêt. C'est tout à fait normal. Et puis, au plaisir de vous retrouver, pour moi, sur Rennes. Oui, normalement l'année prochaine, si on trouve le local. Et le franchisé qui est derrière normalement. Ok, effectivement, puis à Rennes, je sais que ça c'est sûrement comme beaucoup d'endroits, il y a une guerre des emplacements. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on met du temps. C'est que au niveau d'emplacement, c'est pas une ville simple. C'est pas une ville simple. C'est ce qui se dit. Je connais quelques boîtes dans le secteur, pas du tout dans le même secteur mais dans la restauration, et c'est compliqué. Pareil. Ouais, par contre, il y a une appétence du bio dans le Grand Ouest qui est très forte. C'est pour ça qu'on a vraiment envie d'y aller. Il y a Biocop. Il y a Biocop qui est originaire, qui va là-bas. Et ouais, c'est bien implanté, donc on a très hâte. Et au plaisir de vous retrouver sur Rennes en tout cas. Puis en attendant, merci encore. Ouais, et bisous à toi. Je te dis à très vite. À bientôt. Salut. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Je voudrais souligner deux choses suite à l'échange que j'ai eu avec lui et qui me semble particulièrement intéressant. Un, c'est son histoire. Son histoire est particulièrement inspirante, aussi bien sur la partie construction, le temps de pause qui se sont accordés pour bien se structurer, tous ces éléments, c'est inspirant, et toutes les décisions qui ont pu prendre durant ce développement, et il y a sûrement des décisions qui nous sont révélées mauvaises à posteriori, mais il y a aussi beaucoup de bonnes décisions. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Louis nous montre que on peut réussir dans un business qui est réputé être un des plus durs, la food, dans le monde de l'entrepreneuriat, en, entre guillemets, prenant son temps et en réfléchissant de manière très consciencieuse, tout en ayant cet esprit un peu innocent. C'est pas tout à fait innocent, mais c'est une candeur pour se lancer dans un business sur lequel on ne connaît pas grand-chose, entre guillemets, notamment la dureté. Et ça, c'est quelque chose qui est très régulier dans moi, de ce que j'écoute, de ce que j'entends auprès des entrepreneurs, qui est de « Ah je me suis lancé, mais je connaissais rien au business, et j'ai réussi. » Alors, on entend beaucoup ceux qui réussissent, moins ceux qui ne réussissent pas. Ça existe, effectivement. Mais voilà. Ça montre qu'on peut se lancer dans un business, aborder un secteur, essayer d'y apporter quelque chose, et tout ça en y réfléchissant, en prenant des décisions très rationnelles, très construites. Et ça, c'est le premier élément que je voudrais souligner. Le deuxième élément que je retiens particulièrement de notre échange, parmi toutes les bonnes choses, bien sûr, sur tous les sujets qu'on a pu aborder, c'est vraiment l'impact d'une levée de fonds et deux levées de fonds, en fait plusieurs levées de fonds, sur les modalités de prise de décision quand on est associé. Et il l'explique très bien, avec ces levées de fonds, ils ont dû mettre en place des instances, partager des prises de décision avec certaines instances, avoir des conseils, des retours, et voilà. Et aussi, il nous montre, Louis nous parle de cette un peu chaîne de prise de décision, avec ce qui relève du conseil d'administration, ce qui relève de eux en tant qu'associés, de ce qui relève après ce que lui délègue en dessous, tout ce qui peut être décidé ensuite. Et ça, je trouve que c'est particulièrement clair, et j'aime particulièrement sa description, ou son honnêteté sur ces points-là, qui montre que la décision,
ne vient pas toujours du chef d'entreprise, mais peut être partagé aussi bien avec des personnes dans un conseil d'administration que dans les personnes dans la hiérarchie en dessous, ou des franchisés, ou des groupes. Voilà, moi, les 2 éléments que je retiens de cet échange avec lui et que je me souhaite mettre en avant. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.